Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train donc de vous connecter. On va commencer par l'introduction, le temps que tout le monde se connecte. Bienvenue à ce webinaire sur anticiper les crises, le design systémique comme levier. Donc ce webinaire est organisé par Juliette Sterwen dans le cadre de la semaine de la transfo. Donc Juliette Sterwen, c'est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation avec une approche business mais aussi people et durabilité. On est près de 650 collaborateurs aujourd'hui qui sont répartis dans différentes équipes, que ce soit des équipes secteurs ou des équipes métiers, et aussi bien sûr en transverse. Donc, on organise la semaine de la transformation depuis 3 années consécutives, il me semble. Donc, ça a commencé ce lundi avec différents événements, des webinaires, mais aussi des rencontres en présentiel. L'idée de cette semaine, c'est de présenter des innovations, des recherches, de les valoriser, voilà, des échanges qu'on peut avoir, soit avec nos clients, mais aussi nos partenaires, et voilà, pour les présenter aussi au plus grand public et puis pouvoir avoir du débat là-dessus. Donc il y a encore des webinaires, hein, qui vont se passer, demain, et vendredi. Je vous invite à regarder, la page dédiée, sur, les sites web de Juliette Sterwen à la semaine de la transformation. Vous pouvez encore vous inscrire. Mais notamment, il y en a un demain, à 16 heures qui peut aussi intéresser les gens, qui regardent celui-ci, aujourd'hui, qui s'appelle, «Oser la transformation» et donc qui est plutôt sur les organisations, voilà, la transformation, des organisations publiques et privées. Comment on réfléchit au futur, comment on pousse des futurs potentiels pour se transformer dans un environnement à la fois insaisissable, incertain, complexe et turbulent. Voilà, donc je vous invite aussi à regarder cela. Donc, on va se lancer petit à petit dans notre webinaire. Je vois que les gens se connectent. Alors, quelques informations un peu pratiques. Donc, on est en mode webinaire. C'est normal si vous ne pouvez pas allumer votre micro. C'est fait pour. Cependant, si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à le signaler dans l'onglet questions-réponses, la Q&R que vous pouvez voir sur votre écran. On fera en sorte de pouvoir régler ce problème. Et de même, vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas. On se gardera un temps à la fin des échanges, voilà, 10-15 minutes, pour pouvoir remonter les questions que vous aurez posées. Donc voilà, vous pouvez vraiment les poser tout le long des échanges. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, donc avec nos trois intervenants pour anticiper les crises, le design systémique comme levier. Donc, on accueille aujourd'hui Thomas Quespel, qui est chercheur sur l'usage de l'IA dans les démarches de design fiction. Voilà, il travaille notamment sur le potentiel de l'IA générative pour converger collectivement sur des changements de mode de vie qui apparaissent nécessaires aujourd'hui. Et donc, il pourra nous présenter enfin, voilà, ses travaux enfin, vous verrez pas mal d'images, je pense, qui vont vous parler. On accueille aussi Olivier Erard, qui est donc formateur, consultant en redirection écologique, glaciologue de formation, et qui est l'ancien directeur du syndicat mixte du Mont d'Or, où il a accompagné notamment la transformation de ski, la transformation, pardon, du modèle de la station de ski de Métabier, voilà, un accompagnement qui raconte notamment dans son livre Le Passeur, voilà, que je vous invite à regarder, voilà, si le sujet, je pense, aujourd'hui va vous intéresser. Et bien sûr, Isabelle Majou, qui est designer et manager chez Juliette Sterwen, donc au sein de l'équipe secteur public, mais qui est aussi comédienne et dramaturge, et elle utilise notamment ces techniques aussi dans ses missions avec le design systémique. Donc on va pareil en parler durant notre échange. Et donc pour ma part, j'ai le plaisir d'animer, de modérer ce webinaire. Donc Frédéric Tribalo, moi je suis consultante au sein de l'équipe aussi comme Isabelle de secteur public, plutôt sur des questions de transition territoriale. Voilà, donc nous allons pouvoir débuter maintenant que tout le monde est bien connecté. Il y aura aussi un replay, hein, bien sûr, si besoin et si vous voulez partager ce webinaire plus tard après à l'avoir vu. Donc on va passer une petite heure ensemble pour discuter donc design systémique à la fois comme posture en fait pour explorer les nouvelles façons d'agir, de coopérer, mais aussi d'innover. On va plonger dans des méthodes, explorer des questions comme l'empathie, la facilitation, la mise en lumière de récits communs pour faire, on va dire, émerger la complexité et sans l'amoindrir. Voilà. Voilà, on va voir à la fois que c'est des questions qui sont urgentes, mais qu'il ne faut pas forcément traiter dans l'urgence.
Et on va commencer par se questionner sur, j'ai envie de dire, le thème même aussi de ce webinaire, c'est le terme de crise, des crises sanitaires, économiques, sociales, environnementales. Est-ce qu'elles peuvent devenir finalement des déclencheurs de la mise en action? Est-ce qu'on peut aussi questionner ce terme? Et peut-être Isabelle, je te laisse débuter sur voilà, la dynamique d'une crise, comment on peut la penser, et puis aussi comment justement on peut transformer cette vision qu'on a de la crise. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, donc pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, on a modélisé schématiquement, très simplement, ce qu'on observe en temps de crise à travers 6 grandes étapes. Donc de l'événement, la réaction instinctive qu'on peut avoir face à l'événement, la sidération, la fuite, le combat. Ensuite, la phase où on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on est en recherche de sens, qui est suivie d'une phase de prise de décision, de choix qui sont faits rapidement dans l'urgence. Ensuite, le passage à l'action et la résolution de premières problématiques à court terme. L'aspect positif qu'on observe, c'est qu'on va être capable dans ces situations-là d'agir rapidement, de mettre en place rapidement des actions, parce qu'on évite un processus de décision qui peut être trop long habituellement. Et donc, en gros, on est capable d'entreprendre parce on est dans l'urgence. La contrepartie, c'est qu'on va être capable de résoudre qu'une partie des problématiques, voire on peut être même en marge de la problématique réelle du nœud central de la crise. Donc ça, c'est une première modélisation. Du coup, par rapport à ça, pour éviter cette réaction dans l'urgence et puis à réussir à résoudre le problème dans sa globalité, l'objectif pour nous, ça va être de comprendre justement l'écosystème dans lequel on travaille, on intervient, et le problème central, le nœud de la crise. Donc pour ça, on a modélisé la manière, encore une fois schématique et de manière assez simple, le processus qu'on va s'efforcer de mettre en place dans nos accompagnements, qui se concrétise à travers 3 grands axes. Donc on a l'exploration des systèmes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de se mettre en empathie avec les acteurs, avec le système dans lequel on évolue. Pour l'objectif, ça va être de se mettre à la place, de comprendre le mieux possible l'autre point de vue, les autres points de vue. On va faire aussi tout un travail de connexion entre ces acteurs, entre les acteurs du système, pour avoir une vision collective, une vision partagée de ce qui se passe, de l'état des lieux, des problématiques. Et on va faire en sorte aussi de matérialiser tout ce qui est intangible, de le rendre visible, de le rendre compréhensible, et notamment les solutions qu'on va imaginer, qu'on va mettre en place. Et donc ça, on l'a modélisé à travers de nouvelles étapes, donc la compréhension du système, la définition d'un défi partagé qui soit commun, où tout le monde se met d'accord autour de ce défi-là. On va ensuite explorer des pistes de solutions pour pouvoir concevoir, anticiper avant la mise en action, et ensuite, ce qui va nous permettre donc de résoudre les premiers défis qu'on aura identifiés de manière commune, avant d'évaluer, de faire un retour sur ce qui s'est passé et de refaire un processus, le refaire autant que nécessaire pour résoudre tous les problèmes les uns après les autres. Thomas, Donc voilà Olivier, pour ouais, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, notamment sur l'aspect bascule? Olivier, on en avait un peu parlé, hein, c'est de la crise, voire des intensifications plutôt que des crises, qui parlent aussi comment on fait vivre les points de bascule dans lesquels on est dans notre environnement aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la difficulté de compréhension systémique, c'est que on a une difficulté à voir la réalité, en fait, hein, puisqu'on est dans la complexité. Donc, la modélisation systémique ou la représentation systémique permet d'illustrer les interdépendances entre des sujets qu'on n'a pas forcément vus tout de suite. Et de ce fait, la représentation du réel devient beaucoup plus incompréhensible. Mais néanmoins, elle permet quand même de dégager effectivement des endroits où on va pouvoir agir et avoir un effet levier un peu plus important. Donc, en fait, euh,
une crise, quand on la prend de manière vraiment systémique, on déplace souvent la problématisation. C'est-à-dire qu'on pensait que le problème était celui-ci, et puis avec une vision holistique qui va être de toute façon partagée, j'y reviendrai un peu plus tard, eh bien en fait la problématique va devenir différente. Et on sait que une des grosses lacunes de nos démarches de solutions face aux crises, c'est d'aller trop vite en fait. C'est d'aller trop vite vers la solution. Einstein disait que s'il avait 1 heure pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes à le problématiser justement. Et on va trop vite à la solution. Donc c'est vraiment le passage hyper important. Et effectivement, après, il s'agit de mettre en action dans une boucle itérative. Et c'est ça qui est très important dans l'approche systémique, c'est on n'est jamais arrivé en fait. Parce que la complexité est telle aujourd'hui de nos systèmes, nos organisations, et le monde dans lequel nous vivons est tellement complexe on ne peut plus en fait se dire on arrivera à un niveau de stabilité. Moi, c'est voilà, la première réaction que j'ai par rapport à ce que présentait Isabelle. Si je peux compléter, enfin plutôt ajouter quelque chose. Moi, c'est vrai que je suis ravi de participer à ce webinaire, mais dans le titre, dans nos discussions un peu en amont, je me questionnais sur justement le choix de l'objet crise, parce que, comme on l'a rappelé, voilà, on est dans une crise écologique depuis tellement longtemps que c'est peut-être devenu la nouvelle norme. Donc, est-ce que la crise est vraiment facteur de changement? Pas forcément. En tout cas, on voit qu'il y a certaines crises qui n'arrivent pas à être résolues. Et qu'il y a peut-être des volontés qui font obstacle à un changement et ça nécessite donc des pratiques et des accompagnements au changement comme vous pouvez le faire. Et l'autre chose qui me venait en tête, c'était l'exemple du Covid. Il y a un chercheur en sociologie, donc Yves Clos, qui a fait un livre qui s'appelle Le prix du travail bien fait, qui décrit, donc c'est un sociologue, il décrit pas mal comment, pendant la pandémie, les équipes hospitalières ont à la fois beaucoup souffert, mais aussi beaucoup décrit à quel point elles avaient l'impression de bien travailler, d'être efficaces. Parce que ce qui s'est passé, c'est que devant l'urgence, donc c'est peut-être pas le terme de crise, c'est plutôt la notion d'urgence, les équipes se sont organisées en prenant des décisions qui autrefois étaient prises par leur hiérarchie, avec des différents niveaux de validation. Donc là, il y avait une sorte d'efficacité de la décision et de l'action basée sur voilà, leurs connaissances professionnelles, infirmiers, infirmières, médecins, savaient quoi faire dans l'urgence. Et parfois, voilà, en mettant un peu de côté les protocoles hiérarchiques. Mais après, quand on est revenu à la normale, entre guillemets, on n'a pas appris vraiment de cette crise au niveau hospitalier, puisque ces mécanismes de validation sont revenus et on continue un peu à ralentir et à faire dysfonctionner, selon les médecins et les infirmiers interrogés par le sociologue. Donc voilà, on voit que la crise aurait pu être un élément de changement qui suscite le changement, et pourtant, comme il n'y a pas eu de volonté de changement, du coup, on n'a pas pu finalement faire les étapes que vous décrivez bien dans votre schéma. Donc on pourrait dire que la crise, ça peut être un starter au changement, mais que dans beaucoup de cas, malheureusement, on en reste là. On en reste constat de la crise et essayer de bricoler avec les restes et les débris de la crise. Donc peut-être tout le travail qu'on peut essayer d'imaginer ensemble, c'est quand il y a une crise, comment on fait pour en faire quelque chose de positif. Oui, complètement. Ces crises qui se mêlent, enfin, c'est aussi des choses qu'on avait abordées dans nos échanges, comment la peur peut être à la fois vecteur d'action ou justement un frein et presque voilà, empêcher les gens de faire. C'est aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on parle d'une crise, des crises, donc en fait, on rentre dans une complexité aussi de notre environnement qui n'est pas facilement abordable, qui se délie pas forcément. Et notamment, il y a toute, voilà, une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on aborde des systèmes qui sont, des écosystèmes qui sont complexes, comment on identifie dans toutes ces crises, dans tous ces entremêlements, de sujets qui peuvent y avoir aussi, les défis qui sont, soit, les plus urgents, pour un territoire, soit prioritaires pour une organisation et cetera. Et c'est, ce que tu mènes aussi Olivier, toi, dans ton travail, c'est essayer, voilà, de partir d'un périmètre réduit pour comprendre
en fait, au sein d'un territoire, puisque toi, tu accompagnes principalement des territoires, comment voilà, les acteurs peuvent se parler et finalement trouver les défis communs qu'il y a entre tous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais en effet dans tes missions avec ces différents territoires et comment tu viens travailler une cartographie des enjeux? Oui, alors au préalable, je rebondis sur l'idée qu'effectivement une crise n'est pas toujours facteur de déclenchement parce que d'un point de vue de la dynamique des systèmes, en fait, le système ne veut pas changer. Hein, il y a la recherche d'homéostasie. Donc ça, voilà, dans l'approche systémique, il n'y a pas que la visualisation systémique des problèmes, il y a aussi l'accompagnement du système dans sa propre transformation, partant du postulat que de toute façon, rien n'est fait pour que ça change. Donc la crise, il va l'absorber, il va essayer de l'absorber ou de ne pas l'avoir. Donc je ne vois pas les 7 limites planétaires qui sont dépassées parce que c'est trop difficile, parce que ça remet profondément en question mon modèle. Donc effectivement, une crise peut être effectivement un point juste de passage et puis on attend la prochaine crise en espérant qu'on pourra l'absorber, que le système pourra l'absorber. Donc, c'est vrai que les systèmes ne veulent pas changer et en même temps, c'est ce que dit Donella Meadows, ils ont en eux l'ADN du changement. Donc, en fait, toute la dynamique ou la quête à avoir, c'est comment on va chercher les capacités du système à se transformer lui-même. Et moi, j'utilise effectivement l'approche systémique sur les deux volets, hein, la partie acteur et la partie thématique. Et j'essaye de construire avec les acteurs d'un territoire donné une représentation holistique d'une problématique à un moment donné. Donc ça prend la forme de ce genre de cartes, hein, qui sont des cartes co-construites, hein, donc qui sont le résultat d'échanges bilatéraux, d'analyse de données. Donc on mixe à la fois les données scientifiques, ce que j'appelle des données froides, et des données de terrain, des savoirs métiers, ce que j'appelle des données chaudes. Et on fait une représentation qui d'elle-même est imparfaite, ne pas juste. Et c'est bien ça aussi l'acceptation qu'il faut avoir dans la représentation systémique, c'est que on ne peut pas représenter la complexité, puisqu'on ne peut pas la connaître, cette complexité. C'est la spécificité des systèmes complexes. Et donc, il faut accepter qu'on a une représentation à un moment donné. L'essentiel, c'est qu'elle soit partagée par un maximum de personnes représentatives. Donc, on peut se poser la question de la représentativité. Moi, je ne me la pose pas vraiment, c'est-à-dire que je pars d'un périmètre avec les gens qui sont là, et on va plutôt chercher, en traçant les interdépendances, ces flèches entre les cases, en se disant, mais là, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, qui est-ce qu'on peut mobiliser pour avoir de l'information? Quel expert, éventuellement, peut faire intervenir pour renforcer ce point d'information si on sent que c'est indispensable. Donc, toute cette mobilisation est quelque chose de très dynamique, alors qui fait très peur. Moi, la première fois que je montre des cartes aux élus, leur réaction, c'est systématiquement, hein, si c'est comme ça, je m'en vais. Je m'en vais, c'est une usine à gaz, c'est pas possible. On n'a pas de solution. Et c'est bien le but recherché, en fait, par ce genre de représentation, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solution toute faite, voilà, que tout le monde, finalement, est lié les uns aux autres. Donc, quand une partie prenante dit aux autres, vous devez changer parce que il y a des impératifs, en fait, lui-même doit changer également. Donc, ça met un peu tout le monde sur un même plan d'égalité. Il n'y a pas de responsable unique, etc. Ça questionne d'ailleurs la posture du décideur, la posture du leader, etc. Donc, ça pose tout de suite un état initial de règlement de problème qui est différent d'une approche par la complication qui met les en premier. Et voilà les décideurs, vous mettez en place des plans d'action et on déroule. Et bien, ce n'est pas comme ça que la complexité se gère. Je vous invite à aller voir le modèle Cuneiforme de Dave Snowden, hein, qui catégorise bien les types de problèmes entre chaotique, simple, compliqué et complexe. Et là, on est vraiment, la représentation systémique, c'est vraiment de poser les bases de la complexité. Et ce qui est très chouette dans ces représentations, là, vous montrez une carte que je suis en train de faire sur des territoires pyrénéens. Et bien en fait, voilà, au début, on monte progressivement dans une zone d'inconfort, puisque c'est très inconfortable en fait de regarder la réalité comme celle-là, parce qu'on voit des choses qu'on ne veut pas voir. Hein. On a une problématique
qu'on imaginait être, ben voilà, il faut mettre des bassines pour préserver le pastoralisme sur la montagne, et puis on se rend compte que la vraie problématique, en fait, c'est la gestion du sol, parce que ce sol-là, et c'est notre garantie pour demain. Et donc, on déplace des problématiques, donc c'est très inconfortable pour tout le monde. Mais une fois qu'on a compris, eh ben, en fait, ces cartes holistiques, pour moi, aujourd'hui, elles sont complètement actées sur ces territoires. Les élus se les sont appropriés, ils vont les utiliser pour d'autres choses, notamment des plans locaux d'urbanisme, parce que ça rencontre très bien la réalité du territoire. Et l'avantage aussi de cette représentation, c'est qu'on peut grossir des traits en se disant, et si le changement climatique s'intensifiait, qu'est-ce qui se passe sur la ressource en eau et donc par effet induit, qu'est-ce qui se passe sur le tourisme, sur l'économie, etc. Et on met en évidence des chaînes, des boucles de rétroaction, hein, et on voit que à un moment donné, on a déjà vécu des points de bascule, donc c'est aussi prendre conscience que des points de bascule sont déjà vécus, et donc ça permet de parler des prochains points de bascule qui vont arriver, on ne sait pas trop quand, avec quelle intensité, mais c'est sûr qu'ils vont arriver. Donc ça permet vraiment de faire pénétrer l'incertitude au cœur du système en mobilisant les savoirs de chacun. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très partagé et ce n'est pas de l'expertise extérieure. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce sont vraiment les conditions de départ d'une réflexion. Là, par exemple, c'est une carte sur une problématique du pastoralisme sur la haute chaîne du Jura, où ben, en fait, voilà, on aborde tous les sujets hein, qui sont très difficiles, la prédation par le loup, la pression par le tourisme, l'absence d'eau, la sécheresse des sols, les incendies de forêt, etc., le foncier, l'utilisation de l'eau dans la plaine. Bref, on traite tous les sujets. Et avec ça, en fait, on arrive à faire une démarche où tout le monde est d'accord. Le président de la communauté d'agglomération de Gex m'a dit c'est la première fois que les agriculteurs sont d'accord sur une étude et qu'en même temps France Nature Environnement est d'accord sur une étude. Et voilà, et ça débouche concrètement sur des premières actions très concrètes où on n'invente pas des choses nouvelles, mais on fait autrement en fait. Donc là, concrètement, c'est des plans de gestion intégrés qui sont à l'échelle des alpages et qui vont se faire complètement différemment. Voilà, donc c'est vraiment des outils de déclenchement, à la fois de prise de conscience de point de bascule, d'effet levier, c'est-à-dire d'agir au bon endroit et donc de mobiliser les acteurs sur l'endroit finalement où on est le plus efficient et on va mettre voilà, l'argent et le temps au bon endroit. Ce que je trouve hyper intéressant en voyant ces cartes, c'est que ça montre une approche synchronique, voilà, complexité du système à l'instant T, auquel se rajoute du coup une autre dimension de complexité qui est en fait la perception des acteurs de l'avenir. Et on a du coup plutôt une dimension là pour le coup diachronique qui m'intéresse un peu plus, qui est comment justement cette perception de l'avenir peut influencer les comportements aujourd'hui et maintenant. Et pourquoi ces deux dimensions elles sont compliquées à emboîter et pourtant elles sont nécessaires, c'est que bah, à la fois la notion de crise, c'est le moment présent, c'est vraiment là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ici et maintenant. Et en même temps, toutes les crises dont on parle, les crises environnementales notamment, elles ont une dimension extrêmement temporelle, quoi. C'est sur le temps long. C'est que faire ici et maintenant pour éviter des conséquences très graves sur le futur. Conséquences très graves, incertaines, même si voilà, le GIEC produit des travaux remarquables pour réduire cette incertitude et essayer d'orienter du coup les décisions politiques publiques. On a quand même un degré d'incertitude. Et donc, c'est en ça que l'imaginaire sur ce futur joue un grand rôle. On a le travail de Fabrizio De Filippi sur sa thèse La construction des futurs nécessaires, qui s'inscrit un peu dans les travaux de Bruno Latour, ceux qui connaissent sa notion voilà, d'anthropocène qui reprend et qui l'oppose à la notion de moderne. Donc, les modernes, c'est ceux qui croyaient au progrès infini sans friction, donc destination l'espace, le cosmos croissance infinie. Et l'Anthropocène ben, vient leur rappeler finalement que les choix d'hier ont des conséquences demain, mais aussi aujourd'hui. Donc on a ces deux visions du futur qui viennent un peu s'entrechoquer. Et on a aussi du coup une perception globale du continuum, on va dire passé, présent, futur, qui change. On se dit bah, peut-être que le- le peu de temps qui nous reste, il faut le mettre à profit pour essayer d'anticiper les crises qui pourraient advenir si on ne fait rien aujourd'hui. Donc ça vient encore plus ajouter au schéma
ça a cette complexité dans le temps long que bah, les acteurs vont avoir des perceptions du temps différents. Certains vont encore appartenir, pour employer le terme de Bruno Latour, au moderne en disant bah non, on va trouver des solutions techniques, tout va se régler. Et d'autres disent bah non, il faut anticiper un peu les crises liées à l'Anthropocène parce que c'est une nouvelle époque qui commence. Ce que je voulais ajouter aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est la difficulté, malgré toutes les documents qui peuvent être faits, les visions holistiques qui montrent toutes les problématiques et une vision, enfin surtout systémique du problème. C'est la difficulté malgré tout des personnes à accepter et à intégrer ces problèmes-là comme étant également les leurs. Et c'est vrai que classiquement, dans nos accompagnements, on va dans un premier temps déployer tous les outils, toutes les méthodes nécessaires pour se mettre dans la posture des agents, des collaborateurs, des citoyens, des usagers qui rencontrent le problème et pour comprendre au mieux leur comportement, leurs usages et au final bien intégrer la problématique qu'ils rencontrent et bien la définir. Mais en fait, on se rend compte que ça suffit pas. Donc, parce que dans ces écosystèmes, il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte et qui ont un rôle à jouer aussi dans la résolution du problème. Et donc, ce qu'on met en place, c'est tous les outils, encore une fois, mais qu'on fait faire aussi avec les autres acteurs. C'est-à-dire qu'on les amène à se mettre en immersion, on les amène à observer comme nous, comme ce qu'on peut mettre en place, à se mettre en empathie, eux aussi, avec les les principales cibles, les principales personnes qui rencontrent la problématique pour faire en sorte de créer ce déclic, créer cette prise de conscience et petit à petit aussi changer leur comportement, changer leur point de vue à eux aussi pour qu'ils puissent après derrière avoir un impact dans la résolution du problème. Et enfin si je peux continuer, sur ces outils-là, c'est là où, depuis quelque temps, on utilise aussi les pratiques du théâtre. Alors le théâtre à la base parce qu'on le voit aussi comme une approche qui est très liée à celle du design, où on a un processus créatif. On va explorer, on va chercher, on va tester, on va douter, on va recommencer et on va mettre en forme des intentions au final. Sauf qu'on le fait par un autre média qui est celui du corps, celui des émotions. Et donc, grâce à cette technique-là, on va amener les personnes à se mettre dans la peau d'autres personnes, à jouer des rôles et à intégrer vraiment dans leur chair les problématiques rencontrées. Je me permets de poser une question qui était dans voilà, les gens qui sont avec nous, là, les participants au webinaire, puisqu'elle intervient directement sur ce que vous venez de dire. En fait, c'est une question sur la représentativité et aussi ce dont tu as parlé, Isabelle, sur le fait voilà, de l'empathie, de faire parler, enfin, voilà, de faire parler les gens ensemble, etc. Et donc aussi de trouver comment on leur fait prendre conscience du problème. La question s'adressait voilà, sur ces cartes holistiques. Je pense que tu y as partiellement répondu, Olivier, mais peut-être revenir un peu là-dessus. Comment on s'assure voilà, qu'on a les bonnes personnes autour de la table, en fait, que même si on ne peut pas avoir une représentativité complète, qu'on a des perceptions différentes qui viennent éviter certains biais. Voilà, c'est le cas pour les cartes, mais c'est le cas aussi pour toute démarche d'accompagnement que vous pouvez mener. Oui, et partons du principe que toutes les données sont biaisées, même les données scientifiques. Moi, je suis glaciologue, hydrologue, donc la première chose qu'on fait avec des données de mesure, c'est de voir les biais qu'il y a. Il y a aussi de l'incertitude sur la mesure. Donc, on part du principe que toutes les données sont biaisées, qu'elles soient froides ou chaudes. Voilà. Et l'objectif de ces cartes-là, c'est pas d'être juste, c'est d'être le moins faux possible. Ces cartes-là, alors la carte qui est montrée, justement, je l'ai faite dans le cadre d'un périmètre de réserve naturelle avec un conseil scientifique. Donc, j'ai mobilisé les savoirs de ces experts en hydrologie, en ethnologie, en sociologie, etc. Je suis allé voir tous les agriculteurs sur leur site pour récolter, en fait, collecter de la donnée
Donc, effectivement, c'est un processus qui est assez long quand on a le temps, mais on a des territoires où on a peu de temps. Et il faut se contenter en fait de ce qu'on a, mais l'essentiel, c'est que dans le collectif qu'on a constitué, on va faire une représentation holistique dans le périmètre qui correspond aux compétences des gens qui y participent. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, on va vite voir que dans les interdépendances qu'on va imaginer, il va y avoir des, comme on dit, des trous dans la raquette. Et c'est là que je dis, voilà, comment on comble ces trous dans la raquette. euh, c'est aussi à celui qui anime la construction de cette carte, à mon avis, qui doit avoir une expertise, et moi j'apporte mon expertise effectivement sur les éléments physiques fondamentaux, parce que je pense que c'est souvent là, sur ces sujets-là qu'on est le plus euh, comment dire, le plus amnésique, ou en tout cas voilà, qu'on a le plus d'amnésie environnementale. Donc moi, je veille à ce que sur les éléments physiques de base, c'est-à-dire le climat, l'eau, on ait les bons ordres de grandeur, donc d'avoir toujours cette référentiel des limites planétaires. Donc c'est le référentiel. Donc si effectivement on n'arrive pas dans une représentation holistique à faire descendre les enjeux des limites planétaires, euh, on, on- on va mal partir. Et j'ai des territoires là aujourd'hui que j'accompagne qui sont pauvres sur ces données-là. Néanmoins, même avec cette pauvreté, on arrive à faire émerger d'autres problématiques qu'on n'avait pas vues en étant centré sur une problématique de départ. Donc moi, l'expérience que j'ai, c'est que peu importe la représentation, l'essentiel, c'est le mouvement que ça donne derrière et surtout, toujours, ce côté itératif. C'est-à-dire que cette carte, elle est en mouvement permanent. Moi, cette carte-là, elle a vécu depuis le mois de janvier, donc elle a vécu pendant 6 mois et elle a subi des modifications, des ajouts, etc. Elle est là pour ça. Et en même temps qu'il y avait des ajouts et des modifications, il y avait des propositions d'action et tout de suite, les gens passaient à l'action. Donc, voilà, c'est là aussi une spécificité de la complexité. On n'est pas dans un mode de traitement linéaire du problème. Voilà, on est toujours en itération et il n'y a rien de juste. L'essentiel, c'est que ça soit le moins faux possible. Merci pour cette réponse du coup en direct et merci à la participante de l'avoir posée. Si vous voulez pour d'autres, bien sûr, il y a toujours l'onglet questions-réponses si vous en avez qui vous viennent durant le webinaire. Hem, je vous propose maintenant enfin voilà, on a eu un peu cette vision de, quels outils on peut mobiliser pour essayer de voilà, de faire parler des points de vue, de voir des prises de conscience, de la complexité des différentes problématiques qu'il y a. Il y a aussi un peu, même si on a commencé à en parler, ça permet de se passer à l'action et de se mettre aussi en mouvement. Finalement, comment on fait aussi face à cette complexité, à ces complexités, à ces incertitudes, pardon, à ces incertitudes et comment on facilite le passage à l'action. Une des façons aussi de le faire, au-delà en effet de percevoir ces complexités par des représentations cartographiques, c'est aussi d'activer potentiellement les imaginaires et de projeter des changements de comment on pourrait, voilà, pourraient être nos vies dans un futur plus ou moins proche. Et Thomas, voilà, toi, c'est directement ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ces méthodes que tu as pour accompagner des collectifs pour projeter des changements d'usage et de vie? Mm. Oui, alors c'est une recherche sur une méthode. Donc la méthode évolue aussi au fur et à mesure des résultats des expérimentations et des lectures aussi, parce que je suis en thèse. Donc oui, je profite pour dire que je suis en thèse à la plateforme, qui est une école des métiers du numérique à Marseille. Donc c'est une thèse CIFRE. Et on a notamment du coup un lab IA et un lab innovation qui travaillent autour de ces questions de l'utilisation sociale, on va dire, de cette technologie, de l'IA générative. Mais c'est un sujet en fait que j'ai fait mûrir dans ma vie précédente comme consultant dans une agence spécialisée en construction et en intelligence collective où on avait pas mal de missions justement pour essayer voilà, de réunir des avis citoyens en vue de préparer l'action publique pour faire vite. En fait, même si les concertations pouvaient être sur des sujets très précis, une rénovation urbaine d'un quartier par exemple, je m'apercevais que les habitants, les citoyens, avaient chacun en fait une vision du futur qui pouvait être plus ou moins en controverse avec d'autres citoyens ou avec les élus, et qu'il manquait un petit peu en fait
d'une sorte de méthodologie permettant de mettre en discussion ces visions du futur. Même si, en fait, il y a plein d'exemples dans la prospective participative, le design fiction, de démarches comme ça qui consistent à essayer d'outiller les gens pour représenter le futur. Les premières images auxquelles on peut penser, c'est tout simplement les plans d'architecte. Voilà, quand on fait une rénovation urbaine, ben, du coup, on a un architecte qui fait des vues d'architecte et qui propose ça à la discussion et à la concertation. Mais on a aussi des démarches beaucoup plus prospectives qui vont aller au-delà du projet. Et en exemple, je voulais citer le projet Récotte, qui est très bien documenté, qui est un projet sur trois pays, enfin la frontière de trois pays, France, Belgique, Luxembourg, et qui a interrogé justement beaucoup les habitants sur leur perception d'un avenir désirable. En fin de démarche, en fait, ils ont pu voter à base de dessins qui étaient du coup des représentations visuelles, des scénarios qui avaient émergé de cette démarche prospective. Et les deux représentations slash scénarios qui ont été enfin, plébiscités ce sont du coup le scénario du nouveau paradigme de la durabilité et celui de l'éco-communalisme. Un premier scénario plutôt technosolutionniste où le progrès scientifique continue et voilà, c'est la ville, c'est la Smart City par exemple. Et un autre projet plutôt décroissant, aussi avec une autre organisation sociale beaucoup plus sur des petites unités de production, avec une énergie plutôt sur des petites unités aussi. On voit des panneaux solaires sur une maison plutôt que des fermes solaires. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ce projet, c'est que l'illustration arrive à la fin, et ce qui ne permet pas une nouvelle itération, qui serait une hybridation peut-être de ces scénarios, pondérés, voilà, 20% de durabilité et 80% d'éco-communalisme, ou l'inverse, pour continuer la discussion, en fait, pour voir s'il n'y a pas un point de convergence qui peut se dégager. Et c'est pas des sujets uniquement théoriques, hein. Je pense qu'il suffit de repenser à la crise des Gilets jaunes pour se rendre compte que les modes de vie sont en discussion et que des parties de la population tiennent un certain mode de vie, ont une perception du futur comme étant une poursuite d'un mode de vie ou un changement de mode de vie, et qu'on n'a pas aujourd'hui en fait les outils presque démocratiques pour discuter ces controverses et essayer de trouver une résolution pacifique. Dans la thèse que je citais tout à l'heure sur les futurs nécessaires, il y a cette idée que finalement tous les acteurs du champ politique prennent le parti pris du There is no alternative, TINA, mais c'est pas le même scénario, quoi. Donc, du coup, on est un peu chacun son précaré, et on a du mal à discuter ensemble et à trouver un point de convergence. Donc, mon sujet de thèse, je vous ai affiché, c'est les images des futurs préférables comme controverse citoyenne sur les modes de vie. Et je viens comme ça interroger, on parlait beaucoup en préparation de ce webinaire de interdisciplinarité. C'est aussi un peu une dimension de la complexité, c'est que bah, parfois des réponses se trouvent dans une discipline, et parfois dans une autre. Et en tant que chercheur, on n'est pas forcément toujours, on va dire, bien vu si on passe d'une discipline à l'autre en faisant des emprunts. Mais bon, mon objet à moi, il est plutôt au carrefour du design, de la prospective et de la participation citoyenne. Et je fais l'hypothèse, alors, on va voir si cette méthode, dans 3 ans, a des résultats intéressants, mais je fais l'hypothèse que l'IA générative peut être un moyen d'aider la créativité et la convergence en fait, de participants d'une démarche d'intelligence collective sur les futurs. Passer à la suite, si vous voulez. Et j'ai fait quelques petites expérimentations dans les premiers mois de ma thèse. Le premier exemple, donc, c'est pour une concertation menée par la commission du débat national à Fos-sur-Mer. Donc, Fos-sur-Mer, qui est une région, parce que ça va au-delà de Fos-sur-Mer, hein, c'est vraiment tout l'arrière-pays, qui est un peu pressenti pour être un bassin industriel décarboné. Donc c'est un projet qui est beaucoup l'idée notamment par la présidence de la République, mais on devait faire une concertation pour interroger les habitants, notamment parce que à Fos-sur-Mer, eh bien il y a eu déjà une vague d'industrialisation, donc le paysage est déjà rempli en fait, d'usines carbonées. Mais qu'est-ce que ça donnerait du coup si on acceptait cette vague d'industrialisation? Et donc ce qui a été proposé avec Eclectic Experience, c'est
de faire un photolangage qui allait être un kit que pouvaient utiliser les personnes sur le terrain pour voilà, interroger les habitants, qui était composé en grande majorité d'images réelles, j'ai envie de dire d'images en prise de vue réelle, de photos, mais aussi de 6 images IA que du coup j'ai réalisées sur voilà, les directives de la Commission nationale du débat public, qui étaient intéressées pour interroger les gens sur la place de la robotique, la place aussi du transport lourd. Donc, cette notion de est-ce qu'on change de moyen de transport pour le fret. La place aussi du risque d'inondation, avec l'idée de est-ce que les habitations, est-ce que les usines doivent anticiper, prévoir des pilotis, prévoir comme ça des, des- des éléments pour lutter contre la montée de l'eau. Et donc ces images-là, voilà, on rejoint le parterre d'images servant à interroger la population. L'idée, c'est de voir si ces images trouvent un peu écho dans les imaginaires en fait, des gens. On peut passer à la suite si vous voulez. Une autre expérimentation, c'est avec le CODEV de Nantes. Donc les CODEV, c'est des institutions très intéressantes parce qu'elles proposent aux habitants de participer à la prospective sur leur territoire dans une visée de développement en fait, territorial. Au début, c'était développement économique, mais ça a pris une dimension beaucoup plus large avec des notions d'environnement et aussi de bien-être. Donc là, c'était une démarche sur la santé mentale. Quelles sont les politiques publiques de la santé mentale de demain? Et pour un atelier, du coup, j'ai fait un photolangage qui a servi aux gens à se positionner. Et ça, c'était assez intéressant de voir quelles images les gens préféraient, pour quelles raisons. Ça libère la parole, ça permet aussi de voir que dans chaque image, chacun perçoit des choses différentes. Donc, il y avait un peu de débat aussi autour des images. Par exemple, cette image de psy mobile, il y en avait qui trouvaient ça positif parce que ça permettait d'aller à la rencontre. On retrouve cette idée du service public qui se déplace, qui va du aller vers. Et il y en avait d'autres qui trouvaient que c'était peut-être aussi le signe d'une certaine précarité des services publics. Donc voilà, ça permet le débat, ça ouvre le débat. Et en fin d'atelier, du coup, ils étaient pendant l'atelier, après la discussion autour des images, chargés d'écrire une histoire prospective. Et donc, après l'atelier, j'ai tenté d'illustrer leur histoire en une image. Et là, les retours étaient un peu dubitatifs. Autant les gens étaient assez enthousiastes sur l'idée de réagir à des images pour stimuler la créativité, autant résumer leur travail en une image par groupe, les gens s'y retrouvaient pas. Et c'est aussi parce que on leur avait demandé une matière narrative. Or, l'image, elle fige un peu les choses. C'est un arrêt sur image. C'est juste une vignette. Donc, ça ne permettait pas de retrouver la complexité en fait, des personnages, des situations qu'ils avaient trouvées. Donc, après l'atelier, pour le livre final que vous pouvez aller voir sur le site du CODEV de Nantes, j'ai réalisé d'autres images qui étaient plus symboliques, où je pense que du coup, on retrouve les dimensions, les valeurs qui ont été exprimées durant la séance, mais pas forcément avec la dimension narrative. Donc ça, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on attend des images en atelier, en intelligence collective, selon le segment. En design, on parle du double diamant, de divergence et de convergence. Les images en divergence, ça marche. En convergence, dans la méthode que j'ai testée là-bas, pas forcément. Donc du coup, c'est à re-questionner aussi. On peut passer à la suite. Et le dernier exemple, du coup, c'était avec l'école de design de Nantes, donc accompagné par l'agence Le Coup d'après. On a proposé une journée pour que ils puissent déconstruire les imaginaires des Trente Glorieuses et proposer des alternatives. Donc, ils bossaient tous en groupe sur des alternatives, par exemple à la voiture autonome, au pavillon, au tout pétrole, au plastique, etc. Et moi, je venais un peu challenger leurs travaux par de l'IA générative. Donc, il y avait à la fois du photolangage, mais aussi la possibilité d'interagir avec une IA textuelle comme étant un personnage du futur qu'ils étaient en train d'explorer. Ça leur permettait de tester des idées avec ce personnage, comme là, un sociologue pourrait interroger un habitant du présent. Eux, ils interrogeaient un habitant fictif du futur. Et à la fin de cette séquence-là, du coup, ils ont généré des images pour illustrer leur scénario qui avait été plus ou moins influencé par le travail avec ce persona en IA. On peut passer à la suite. Ouais. Et non, pardon, dernier exemple, du coup, pour là pour de bon.
Donc Rezé, c'est une commune en banlieue de Nantes. Et là, il y a des habitants qui sont aussi voilà, professionnels, soit de l'informatique, soit de l'intelligence collective, qui se sont un peu emparés des outils pour interpeller les élus sur des espaces publics de la ville, des espaces qu'ils considéraient ben, pas assez bien exploités, pas assez bien valorisés. Donc, avec de l'IA générative, on a retouché les images qu'ils avaient photographiées pour voilà, créer des vues un peu de et si ça changeait, qu'est-ce que ça serait? Et donc, avec ces images-là, ils sont allés voir des habitants et ensuite ils sont allés voir les élus, qui étaient un peu, je pense, de ce que j'ai compris, interloqués de voir que la concertation était inversée, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que ce soit les élus qui lancent la concertation, là, on avait des habitants qui s'auto-concertaient, en fait, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est un exemple intéressant parce que ça vient un peu peut-être aussi démocratiser des outils de visualisation, des outils d'aide à l'idéation qui jusqu'à présent étaient le fait de cabinet, comme GSTRM, mais qui maintenant peut-être voilà, se retrouvent possiblement auprès d'un chacun. Et en termes de recherche pure, en fait, on voit un tournant qu'on va appeler participatif pour l'IA. Donc, il y a des designers qui utilisent l'IA pour des démarches de créativité, d'idéation, stimuler leur propre imagination, stimuler l'imagination d'usagers, utilisateurs. Mais il y a aussi des designers qui réfléchissent à comment changer un peu la façon dont sont fabriquées les IA, parce que parmi les gros reproches qu'on fait aux IA génératives d'images notamment, il y a les biais qui sont dus en fait à ce qu'on appelle le dataset. Donc, le dataset, c'est l'ensemble des images qui sert à entraîner l'algorithme. Et ces images-là sont en fait collectées de manière indiscriminée sur Internet, qui pose aussi des questions de droit d'auteur. Mais la question du biais, des stéréotypes, des clichés, c'est qu'en fait, il n'y a pas de curation de ces images. Donc, ces designers réfléchissent à des protocoles permettant à des groupes, des communautés, en fait, de elles-mêmes constituer leur dataset en vue de réentraîner des modèles pour qu'ils correspondent plus à leur vision du monde. Et en fait, c'est là où on est aussi dans une autre complexité, c'est que on peut utiliser ces outils pour stimuler la créativité des gens, mais si ces outils sont biaisés, eh ben, la créativité des gens sera biaisée. Donc, on se retrouve un peu à devoir travailler avec l'IA, mais aussi sur l'IA pour que ces travaux collectifs permettent d'améliorer ces outils et qu'on soit dans une logique plutôt de bien commun plutôt que de captation par des grandes entreprises. Donc, si toutes ces réflexions-là vous intéressent, moi j'ai une newsletter qui aborde ces questions-là de recherche de manière assez pratique. Donc voilà, je vous ai posé quelques questions qui reviennent. Qu'est-ce qu'on attend des images en atelier? Comment on peut susciter un imaginaire des futurs? Comment illustrer des choix abstraits? Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent et que vous pourrez trouver dans cette newsletter sur LinkedIn qui s'appelle Futur habitable. Voilà. Olivier, Isabelle, je ne sais pas si ça évoque des réflexions pour vous, là, ce que Thomas vient de nous montrer avant qu'on passe aussi à l'aspect peut-être de vulgarisation pour pouvoir voilà, valoriser des stratégies, faire discuter les gens et partager aussi autour du présent ou dans un futur encore plus proche que ce que tu viens de nous présenter, Thomas. Peut-être je peux donner l'exemple d'un territoire qu'on a accompagné, à moins qu'Olivier veuille réagir avant. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, Isabelle. Alors, donc là, le sujet, ça a été, voilà, on a accompagné un territoire dans une stratégie d'aménagement sobre et raisonné. Donc, tout ce travail, il a été mené avec des experts autour de la table. Voilà, pendant un certain temps, on est arrivé à enfin, voilà, des solutions à l'étape de mise en œuvre. Et là, la question, enfin, ce qui revient aussi dans ce qu'a dit Thomas, c'est comment est-ce qu'on vient toucher les habitants et leur faire comprendre, là, pour le coup, ce qui va être mis en place et comment
on vulgarise cette démarche d'aménagement qui n'est pas forcément très simple à comprendre. Et donc là, en fait, on a travaillé tout simplement sur la mise en récit et l'histoire en fait d'un habitant qui vient, enfin qui vit dans ce territoire et qui vient rencontrer la maire de la ville pour exposer ses problématiques. Donc là, il s'agissait de faire comprendre justement toute cette démarche, ce qui va être mis en place à travers le point de vue de cet habitant et aussi à travers les problématiques que peut rencontrer ce territoire, cette agglomération. Et comment ici la maire, en l'occurrence, va mettre en musique tous les acteurs du territoire pour répondre à ces problématiques. Donc voilà, on a travaillé sur cette mise en image, cette mise en récit pour, pour faire comprendre et aller un cran plus loin dans, aider à l'acceptation et à la compréhension des habitants. Ça, c'était un 1er sujet. Et pour donner un autre exemple concret, donc on a travaillé auprès d'un établissement scolaire sur le sujet, c'était un dispositif d'accompagnement psychologique qui était en place depuis des années déjà, avec un certain nombre de choses qui avaient été testées, implémentées, mais depuis même avant le Covid. Et donc où tous les acteurs, à la fois les enseignants et les soignants, qui faisaient partie de l'écosystème, avaient testé un certain nombre de choses. Et nous, on est arrivés donc là, c'était l'année dernière, donc pas à la fin du processus, mais en tout cas en cours de processus, et où en fait le travail, ça a été finalement de reformaliser en fait toute l'histoire qui avait été faite depuis toutes ces années, de comprendre de mettre en lumière plutôt toutes les étapes et toutes les interactions et tous les dispositifs testés au fil du temps. Donc c'est-à-dire qu'on comprenait que dès qu'une interaction entre un personnel, une personne de l'éducation et une personne du domaine de la santé était rompu, tout de suite, ça a déséquilibré complètement le processus. Et là, ça nous a permis, enfin, ce travail, en fait, a permis de mettre en lumière tout ce qui a été fait, tout ce qui a été testé au fil des années, et du coup, de montrer à l'équipe et de leur permettre d'avoir une vision commune, partagée, et de s'aligner finalement sur l'enjeu qui est, sur cette question centrale qui est la souffrance psychique des jeunes, et surtout de pouvoir repartir sur cette vision partagée. Moi, si je peux juste réagir par rapport à la notion d'idéation, hein, effectivement, de fiction, d'artefacts futurs. Moi, j'utilise cette idéation, je dirais, dans le deuxième diamant. Si je prends effectivement le modèle des deux diamants, le premier diamant, pour moi, la première divergence, c'est justement cette construction, cette représentation systémique, où on ouvre le champ des problématiques, où la problématique de départ, elle va changer de destination. Il y a d'autres problématiques qui s'ouvrent. Donc la phase de convergence derrière, c'est de resserrer les problématiques. Et là, on est plutôt dans du co-développement. On se met d'accord sur finalement les problématiques qu'on est capable d'adresser dans le système avec les parties prenantes. Et puis il y a la deuxième phase de divergence, où là, je n'utilise pas encore l'idéation, mais j'utilise plutôt des critères systémiques, en fait, où effectivement, on va faire partir des propositions d'initiative, parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Je l'ai fait sur le territoire de Métabier, où un atelier de co-développement, il y avait 150 initiatives, mais après le filtrage avec des critères systémiques, on est arrivé à 30 qui ont été mises en œuvre directement. Et une fois que c'est passé au crible de ce filtre, là, je fais de l'idéation plutôt sur les initiatives pour finalement se mettre d'accord sur les objectifs, en fait, et plutôt se dire, bon, bah, si je démarre aujourd'hui, c'est quoi cette situation dans 15 ans, dans 20 ans, avec toujours la contrainte holistique qui est très forte. Est-ce que moi, alors c'est mon retour d'expérience, mais l'idéation, quand c'est pas suffisamment contraint, en fait, entre guillemets,
on rêve à côté de la plaque. Alors c'est peut-être mon côté très pessimiste parce que je suis tellement dans les données climatiques et dans les données et dans la réalité en fait de l'effondrement euh, que je me dis, moi tous ces futurs désirables que je vois par exemple en montagne, sur la montagne refuge climatique, en fait c'est pas bien en fait de faire ça parce qu'on embarque, on en oublie que bah, de toute façon ça sera que des futurs désirables pour les riches ou qu'il n'y aura pas d'eau, etc. Donc si on ne prend pas en compte vraiment la vision holistique, on peut faire vraiment partir les gens à côté. Et moi, j'observe que sur les territoires, il y a vraiment des crises qui sont structurelles, liées à l'eau, liées à la forêt, liées à l'agriculture, etc. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils ne veulent plus entendre parler de co-développement, de design fiction, etc. C'est très compliqué. Alors moi, je parle de prospective, je contourne la sémantique pour quand même adresser ces gestes-là, mais là, je prête une très très grande attention à où est-ce qu'on met cette idéation, et c'est pour ça que la représentation holistique, elle doit toujours être présente, parce qu'il faut absolument contraindre, contraindre, contraindre. Et j'ai appris que voilà, il y a une différence entre créativité et création, que la création, c'était de la créativité sous contrainte forte, en fait. Donc il faut vraiment être sous cette, apporter de la contrainte, contrainte, contrainte. Ça fait mal. Effectivement, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord tout de suite, mais c'est pas grave, hein. On a aussi la notion de la diffusion de l'innovation. On part avec un noyau et puis après, bah, si on anime bien les choses, le noyau grossit. Et en fait, voilà, moi, mon retour d'expérience, il est celui-ci sur la projection vers le futur. Oui, mais en gardant toujours la contrainte holistique le plus possible et apporter toujours la présence de la complexité le plus possible. Merci, je vois que Thomas réagissait plutôt positivement aussi aux différents échanges que enfin, aux différentes propositions que tu viens de nous donner, Olivier. Merci à tous les trois pour ce que vous nous avez présenté, tous les différents exemples. Peut-être pour finir dans voilà, les 3 minutes qui nous restent avant qu'on clôture ce webinaire, une question un peu à chacun de vous trois qui peut paraître un peu étonnante, mais qui paraît, enfin voilà, qui me semble aussi importante dans ce qu'on fait. C'est comment vous aussi vous arrivez à maintenir ce passage à l'action, comment on surmonte, pardon, la fatigue de ces démarches, parce que voilà, c'est quand même compliqué, toutes ces itérations, on est avec des parties prenantes qui sont très différentes, on l'a dit, qui n'ont pas les mêmes points de vue, pas toujours d'accord. Comment on reste mobilisé pour faire avancer et voilà, accompagner des territoires ou des organisations comme vous le faites. Je Peut-être une sais. des Ouais. réponses. Ouais, Enfin, vas-y, vas-y. Isabelle. Non, Isabelle, tu avais Euh, l'air plus déterminée que moi. Peut-être il y a souvent ce sujet, enfin il y a des années encore et encore aujourd'hui, hein, la notion de design, elle est pas toujours facilement acceptable, pas toujours facilement comprise. Et parfois, quand on va arriver en présentant nos méthodes, nos outils et expliquer la manière dont on veut agir, intervenir, accompagner, on n'est pas forcément bien reçu parce qu'il y a des mots qui font peur, il y a des mots qu'on a plutôt intérêt à éviter. Donc en fait, je dirais qu'une des solutions peut-être, c'est d'essayer d'être le plus simple possible et de vulgariser les approches et simplement pas forcément parler de design, pas forcément parler de tous ces gros mots d'une certaine manière. Bah oui, pour aller dans cette même direction, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Il y a un besoin de cadrage quasiment scientifique, technique, pour éviter de partir trop dans la fantaisie, pour atterrir sur des solutions concrètes. Mais il y a quand même une phase pour la plupart des gens où ce système-là qu'on nous a montré fait peur. Cette complexité fait peur. Et du coup, moi, je suis plutôt à chercher des articulations, des points d'ancrage, les faire s'intéresser à un bout du problème pour en fait, ils déroulent la pelote. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant, les approches visuelles, parce qu'on est obligé de réagir à une image, même si c'est pour dire, maintenant, c'est bullshit, ça n'arrivera jamais, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop irréaliste, etc. Mais ça nous amène quand même dans la conversation. Donc, je dirais que les approches sont complémentaires.
Après, selon aussi les ambitions des démarches, est-ce qu'on veut toucher un grand public? Est-ce qu'on veut être sur plutôt des experts qui réfléchissent sur des solutions très concrètes à déployer assez rapidement? Il faut pouvoir voilà, jongler entre les différentes approches et éventuellement travailler à leur complémentarité. Mais par contre, quelque chose qui est beaucoup plus au-delà de la question de la crise ou de la complexité ou des questions environnementales, il y a un enjeu de transparence, en fait, parce que la plupart des concertations, on demande quelque chose aux gens, ils répondent, et après, ces gens-là ne savent pas trop ce qui a été fait, en fait, de leur expression d'opinion ou de leurs idées, etc. Pas parce que les personnes à la manœuvre de la concertation n'ont pas envie de communiquer, mais juste parce que la discussion n'est pas du même registre, quoi. Il y a un rapport, un PDF qui avait été publié quelque part sur un site officiel, alors que les gens, ils ont été interrogés dans la vraie vie. Donc il y a aussi peut-être des choses à inventer en termes de vie publique, de démocratie locale pour que cette discussion elle soit maintenue en fait à un niveau très humain et pas juste en termes de rapports, de schémas et de préconisations techniques. Et puis moi, si je réponds à ta question, Frédéric, sur Ouais. comment on vit le truc, à mon expérience, un métavier m'a appris à être un passeur, c'est-à-dire un animateur de l'inconfort, en fait, et un expert du doute. Et c'est un peu ça. C'est forcément, moi, je sais que c'est forcément une situation inconfortable, mais c'est moi qui finalement prend l'inconfort dans la démarche. Et justement, je travaille beaucoup sur les rôles situationnels des parties prenantes dans ces démarches-là parce que ça va sortir de leur zone de confort. Donc, c'est comment, dans ces processus inconfortables, on garantit un minimum de confort. Sinon, effectivement, on va à des situations de rupture. Donc, moi, aujourd'hui, je me positionne là-dessus. Donc, ça, c'est clair et c'est conscient. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est là-dessus que je me positionne. Et puis, le moteur, en fait, c'est parce que je connais les processus d'émergence, donc qui sont les processus de résolution de problèmes complexes. Et bien, en fait, on voit que les parties prenantes, les acteurs de terrain, ceux qui ont le plus à perdre dans les transformations, eh bien, en fait, sont en capacité d'inventer leurs propres solutions. Donc, moi, j'ai vécu ça, je le vis encore aujourd'hui. Donc, l'émergence de solutions, elle arrive au plus près du terrain. Donc, c'est quand que ça émerge que c'est chouette, en fait. Mais ça reste quand même difficile, il ne faut pas se leurrer. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges, pour les apports méthodologiques que vous nous avez présentés et j'ai envie de dire leur déclinaison concrète de comment vous pouvez accompagner les organisations et les territoires. Donc, vous pouvez retrouver bien sûr les contacts de nos intervenants dans la fiche de l'événement sur LinkedIn et Isabelle et moi aussi sur les adresses mail que vous avez là. Il y aura un replay bien sûr de ce webinaire qui va vous être envoyé. Donc, n'hésitez pas à le faire tourner à vos camarades, collègues, amis, si ça vous a plu. Et encore une fois, il y a encore quelques webinaires à suivre sur la semaine de la transfo. Donc, n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui vous intéressent dans les 2 prochains jours. Merci beaucoup Isabelle, Olivier et Thomas pour ces échanges. Et puis, merci aussi aux participants et aux participantes de nous avoir écoutés et d'avoir posé quelques questions. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon repas. Bon appétit. Bon appétit, merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.